Intégration des soins de support dès l'annonce du diagnostic. S'il vous plaît, docteur Triolaire, qui travaille à Sainte-Catherine. Le pupitre est à vous. Bonjour à tous. Je vous remercie à tous de m'avoir invité. Je vais essayer de répondre à vos questions. Comme vous pouvez le voir, je suis un peu impressionnée de parler devant tout le monde, mais rapidement, je vais rentrer dans le sujet et vous allez voir, la passion va me prendre. Ce qui est très intéressant dans les soins de support, c'est en partie pour répondre à vos questions. Je vais partir d'un verbatim des patients qui me poursuit depuis de nombreuses années. Je ne peux pas vous cacher mon âge, vous devez l'imaginer. Un jour, un patient me disait, qui revenait sur l'annonce, m'a dit, vous savez, l'annonce, pour moi, c'est j'ai pris un train à grande vitesse. Et là, j'étais en train d'essayer, en ce moment, il met un blanc, j'essaye d'imaginer dans cet espace comment je vais pouvoir arrêter ce train, peut-être en y mettant mes rondeurs, je ne sais. Et comme s'il comprend ce que je suis en train de faire, il me rajoute à 200 km/h. Et là, il a anéanti toute illusion de ma part d'imaginer pouvoir rendre cette annonce bonne, parce que comment peut-on annoncer une mauvaise nouvelle de façon correcte, mais plutôt de me dire comment je vais pouvoir atténuer l'effet dévastateur, pour lui comme pour son entourage, de l'annonce de ce mot cancer, pour reprendre ce que vient de dire une jeune infirmière, et je trouve ça tout à fait votre témoignage remarquable, comme si en fait, l'annonce, on oublie aussi dans l'annonce que quand on envoie un patient pour faire une radio parce qu'on a une image suspecte, on a déjà une annonce. Donc, de quelle annonce parle-t-on ? Et aujourd'hui, là, donc, je vais vous parler un petit peu des soins de support et de vous voir comment on peut imaginer les choses. Alors, je repars, c'est pas un scoop, je suis à Sainte-Catherine, et donc, sans le savoir, je repars un peu sur l'histoire, et je repars de là où s'en est arrêté Daniel, c'est-à-dire en 2002, à la loi Kouchner, qui a l'avantage d'avoir placé un cadre juridique et surtout culturel autour des soins de support. Le premier plan cancer a été plutôt dans l'organisationnel, et après on arrivera à partir de 2016 avec le rapport d'expertise autour de l'offre de soins. Alors, la définition des soins de support, je pense que tout le monde la connaît, mais je vais quand même me permettre de la rapporter. Elle est dérivée de l'anglais supportive care. C'est l'ensemble des soins et des soutiens nécessaires aux personnes malades et à leurs proches tout au long de la maladie, conjointement au traitement au côlon onco-hématologique spécifique lorsqu'il y en a. Vous avez bien compris que c'était une approche globale avec une prise en charge individualisée. C'est une médecine qui s'adresse à la personne et non pas à la maladie. Et je voudrais me permettre de pouvoir préciser aussi que ça n'existe pas un médecin de soins de support, c'est une organisation, et que quel est le médecin qui fait des soins de support ? Eh bien, c'est le médecin de soins palliatifs dans la phase précoce de son activité. Alors, les soins de support depuis 2016, il y a le panier avec les 4 soins socles, qui sont la prise en charge de la douleur, la prise en charge diététique, nutritionnelle, psychologique et professionnelle. Les soins de support complémentaires avec l'activité physique adaptée, le soutien psychologique aux proches et aux aidants, la préservation de la fertilité, la prise en charge des troubles de la sexualité, les conseils d'hygiène et de vie. Techniques particulières que sont l'intratécale dans l'analgésie et l'hypnoanalgésie. Et les soins palliatifs sont inclus dans les soins oncologiques de support. Et vous savez tous que tout ça est en évolution, puisque autour de ce panier, avec l'étude autour des prises en charge de soins non conventionnels. Alors, pourquoi une intervention précoce ? Alors, je ne reviens pas sur l'étude pivot que tout le monde connaît, qui est l'étude de Temel en 2010, qui a été une vraie révolution culturelle et dans l'oncologie autour de l'impact positif d'une intervention précoce des soins de support, avec un effet attendu sur la qualité de vie
de l'équipe qui a mis ça en place, mais surtout une découverte qu'elle avait aussi une incidence sur la survie. Je vous ai remis les études, mais on ne va pas revenir dessus parce que j'imagine que tout le monde les connaît, elles ne sont pas d'aujourd'hui, de Bakitas et de son équipe. Et pour arriver jusqu'à celle de 2024, qui est l'étude EPIC de phase 3, qui, elle, montre un bénéfice sur la survie. Toutes ces études, en tout cas, sont importantes parce qu'elles ont une chose en commun, et il n'y en a aucune qui a réussi à démontrer le contraire, qu'on améliore la qualité de vie des patients, qu'on améliore l'observance et la tolérance au traitement oncologique, et surtout, on réduit les soins agressifs en fin de vie. Les données sur la survie sont hétérogènes et c'est encore sujet à discussion, mais je ne suis pas sûre qu'il faille reporter le problème là-dessus. Ça permet le repérage de la vulnérabilité, et ça, tout le monde le sait comme c'est important aujourd'hui. L'intervention, donc je vous ai remis cette étude, puisque bon, je trouve on en a beaucoup parlé de celle de Temel, mais je trouve que celle de Enable, elle est intéressante, parce qu'elle a été faite en plusieurs phases, et à chaque fois, ils ont montré qu'il y avait une réplication possible, et qu'à chaque fois, les mêmes chiffres, les patients n'étant bien sûr pas les mêmes choses sortaient de ces enquêtes. Alors, revenons un peu à la clinique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que les symptômes sont souvent ce qui a permis de découvrir la maladie, bon, pas toujours, mais fréquemment, et que les symptômes les plus importants qu'on peut rencontrer tout au long du cancer sont déjà présents dès l'annonce de la maladie, avec des taux qui sont importants, parce que vous imaginez quand même 65% dans la fatigue, la douleur c'est 55%, jusqu'à l'essoufflement qui peut être un signe qui est quand même de 20%. Donc vous voyez bien dans les chiffres que tous ces symptômes sont présents dès l'annonce, et donc la place des soins de support n'est donc pas à démontrer. Donc l'intervention précoce sur les symptômes, elle est importante. Notamment, on revient sur la fatigue, douleur et perte d'appétit qui sont souvent présentes même avant le début des traitements. Les symptômes psychologiques, anxiété, détresse, dépression apparaissent dès la suspicion du diagnostic. Et ça, je voudrais revenir dessus, porter une petite aparté sur le DMP qui, certes, donne beaucoup d'informations aux patients, mais ils sont tout seuls un vendredi soir et ils reçoivent une radio qui leur dit qu'ils sont en progression, qu'ils ont une tumeur cérébrale en plus. Bon, bref, c'est pas facile de gérer. Et là, le dispositif d'annonce, malheureusement, il est tout seul. Donc ça, c'est important, il va falloir y réfléchir. Et le cortège de symptômes, il est maximal dans l'année qui suit le traitement, et non pas en fin de vie. Il est maximum. Ça, je pense que c'est important que vous le reteniez. Donc, l'important des soins de support, elle est dans prévenir l'aggravation des symptômes. Elle favorise l'adhésion au traitement oncologique et de la tolérance. On ne dit pas la même chose à l'oncologue qu'on dit aux médecins de soins de support ou de soins palliatifs qu'on voit de façon précoce. Quand moi je discute avec les oncologues, ils ont vu une partie du patient, moi j'en ai vu une autre, et c'est la cohérence et la cohésion de notre travail qui fait qu'on accompagne le patient de façon correcte. Le patient, il est acteur de son parcours de soins, et je reviens sur les recommandations internationales au cas où il y aurait quand même besoin encore de prouver quelque chose. L'ASCO, l'ESMO et comme en France nationale avec l'INCa, tout le monde converge vers une idée similaire. J'ai repris cette fiche de Oncopaca Corse que je trouve très belle avec toutes ses couleurs. Donc l'annonce du diagnostic, on peut utiliser cette fiche de repérage qui est issue du questionnaire de l'INCa. Elle permet dès le repérage des différents symptômes, d'adresser les patients en fonction de leurs demandes vers les soins de support. Pour ma part, en tout cas à l'Institut Sainte-Catherine, à partir du moment où un patient a plus de 3 soins de support, on l'adresse systématiquement aux médecins soins palliatifs de façon précoce pour avoir une coordination justement de ces soins de support. Mais ça, ce n'est pas systématique. Nous, alors, les recommandations vont vers l'orientation vers un staff de soins de support, ce qui permet, avec la participation souvent des oncologues, de discuter autour des patients. Alors, l'orientation des soins de support, j'adorerais vous dire qu'on va avoir de plus en plus de personnel et que
on va pouvoir tout recevoir au sein de nos institutions, mais je crois que ça sera illusoire aussi de s'orienter vers cette piste. Donc on les oriente en interne, on essaye d'apporter des réponses. Sinon, on les oriente en ville, et je voudrais faire une petite aparté ici sur l'intérêt des plateformes numériques qui se mettent en place. Alors, je vous en ai cité 2, nous, avec qui on travaille, mais qui permettent une orientation des patients quand c'est leur choix d'être en ville, et qui permet d'avoir une coordination avec la ville, puisque c'est la plateforme qui fait cette coordination. Bien entendu, il y a le répertoire régional des SOS, et celui du Loncopaca est très bien fait, et je vous invite à aller le consulter, avec un suivi et une évaluation régulière, une coordination ville-hôpital qui est indispensable, avec bien entendu la participation des DAC, CPTS et des réseaux d'oncologie, et avec des lieux d'échange formalisés. En conclusion, les symptômes sont présents dès l'annonce et parfois avant. Ils nécessitent une prise en charge immédiate. L'intégration précoce des soins de support est scientifiquement validée. C'est un changement culturel et organisationnel majeur en oncologie. Le bénéfice, il est pour le patient, meilleure qualité de vie, moins d'hospitalisation inutile. Il est aussi bénéfice pour les aidants, avec un soutien psychosocial et moins d'isolement. Et pour le système de santé aussi, puisqu'il y a un soin plus approprié, une diminution des coûts liés aux interventions agressives non bénéfiques, notamment en fin de vie. Merci. Merci Valérie. Des remarques, des questions sur, pas tellement les soins de support. J'ai vu la main qui se lève au fond, je vous la donne, la parole, si on peut vous apporter un micro. Ce qui est important, et je pense que Valérie, tu as bien fait de le signaler, c'est que nous sommes tous conscients de l'importance des soins de support. Mais c'est de les faire rentrer très très tôt dans le parcours de soins. Et ça, quasiment, ce n'est pas une révolution, mais c'est une évolution forte. C'est arriver à mettre ça dans notre tête, que dès l'annonce, il faut y penser. Ce n'est pas évident pour tout le monde et ça demande une évolution. Une main s'était levée au fond. Attends, Philippe, je donne la parole à une d'eux. Allez-y, je vous en prie. Oui, bonjour. Je représente une association qui s'appelle l'ANIAC et on accompagne des personnes qui ont été touchées par un cancer, qui n'ont pas travaillé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et on les accompagne vers un retour à l'activité, pas qu'au travail, hein. Retour à l'activité, c'est un accompagnement global. Et on a fait une petite enquête auprès des personnes qu'on accompagne. C'est un accompagnement collectif. Et on leur a demandé à quel moment auriez-vous aimé avoir l'information qu'une telle structure existe, sachant qu'on n'est pas officiellement dans les soins de support. Et on a quasiment près de la moitié qui nous ont dit au moment de l'annonce. Donc c'est juste pour confirmer qu'effectivement, finalement, il n'est jamais trop tôt. Merci de votre intervention. Philippe, si vous voulez donner la parole. Juste, si je peux me permettre, le retour au travail fait partie des soins de support dans la partie sociale pour les patients en rémission. Vous êtes un soin de support. Alors moi, ce que je voulais dire, et je vous remercie de votre présentation, et la grande difficulté qu'on a maintenant pour pouvoir mettre en place des soins de support rapidement, c'est l'évolution de l'activité médicale, parce que même les gens sont de moins en moins présents dans les structures, et après il y a la difficulté de mettre en place ces soins de support dans les structures. Il ne faut pas oublier que quand on a des soins de support, il n'y a pas de déplacements qui sont pris en charge, et donc l'organisation au sein d'un établissement est beaucoup plus compliquée. Et vous l'avez souligné aussi quand vous êtes à 150 km pour mettre en place et faire revenir dans votre structure des soins de support, c'est toute la coordination qu'on doit les mettre en place avec les soins de support qui se font ailleurs. Et là, il y a la deuxième difficulté, c'est l'information. Parce que comment on arrive à faire passer l'information en direct pour pouvoir faire passer cette information sur les soins de support, parce que les soignants, que le soin de support soit fait par un prestataire à distance, si c'est quelqu'un qui a les diplômes et tout, ce n'est pas un problème. Mais ce qui l'intéresse, c'est 1, le bilan initial, et 2, le retour d'informations sur ce qui s'est passé dans le cadre des soins de support.
Et donc c'est maintenant, c'est l'évolution en oncologie médicale. Les gens ne restent pas. Quand on a des thérapies ciblées, on a de plus en plus que des consultations. Et le temps passé par les personnes dans l'établissement est très court. Donc voir comment on peut s'organiser avec le maillage territorial. Et pour moi, je crois que c'est comme ça qu'on arrivera à avancer. Oui, moi je voulais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit. Donc je travaille dans un dispositif d'appui à la coordination. Donc je vois qu'on apparaît sur la fiche de bonne pratique et c'est une bonne chose, je vous en remercie. Mais c'est vrai que pour notre part, moi j'ai vraiment le sentiment que les personnes qu'on accompagne, qui sont dans des situations complexes, sont exclues des soins de support par faute de démarche d'aller vers. On est sur des patients qui, au-delà de ce diagnostic-là, ont d'autres difficultés qui sont intriquées et qui ne leur permettent pas du tout d'aller vers les soins de support. Donc l'information, on l'a, mais tant qu'on ne sera pas dans une démarche d'aller vers, on a des personnes qui n'iront malheureusement pas, qui n'ont pas la capacité d'aller vers ces soins de support. Je voulais juste souligner le rôle de la Ligue contre le cancer dans ces différents départements où effectivement nous proposons des soins de support au plus près des patients et pas forcément près des centres hospitaliers mais à distance pour que justement tout le monde puisse en profiter. Bien entendu, vous faites partie des répertoires et qui a été co-construit et qui, bien entendu, vous met en premier, bien entendu. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis coordonnatrice d'un dispositif de soins de support en ville, en collaboration très étroite avec la Ligue contre le cancer 13. Nous avons créé une structure très innovante, puisque je pense qu'elle n'existe pas ailleurs. 30 secondes pour vous dire. C'est un centre intercommunal d'action sociale. Déjà ça n'existe que là. Ce sont donc 2 villes qui se sont associées pour travailler dans le secteur santé sociale, qui financent du temps d'accueil, où les 2 collègues qui accueillent toutes les personnes qui auraient besoin de venir et qui nous sont souvent envoyées par l'hôpital de Martigues, ont été formés grâce à la Ligue contre le cancer 13, qui font un premier accueil très généraliste et très empathique et très bienveillant. Et ensuite, notre dispositif s'inspire de ce qui se passe avec la Ligue, mais est aussi agrémenté d'intervenants qui sont souvent des professionnels de santé à la retraite. Médecins, infirmières en service de soins palliatifs, médecins de soins palliatifs, anesthésistes, etc., psychiatres à la retraite, mais bénévoles. Et nous sommes en train d'essayer de renforcer le lien ville-hôpital. Nous essayons de travailler ensemble avec les IPA, les IDEC, etc., toutes les équipes, puisque nous avons créé ce dispositif à la demande de l'hôpital de Martigues. Ce que je dois vous dire, c'est que la demande des patients est là. Lorsque le dispositif d'annonce est bien rodé, comme on vient de le décrire, je ne reviendrai pas. La difficulté pour nous, c'est de rester une structure pérenne. Si nous n'avions pas la Ligue, demain, si les bénévoles nous disent, écoutez, eh bien, que faire? Donc, c'est vrai que lorsqu'on se retourne vers l'ARS, en tout cas ici, dans les Bouches-du-Rhône, on a une écoute bienveillante, mais on nous dit qu'on n'a pas d'interlocuteur parce qu'il va bien falloir qu'à un moment donné, on soit accompagné pour tous les professionnels qui interviennent et qu'on réfléchisse de façon plus large. Alors, à l'intérieur du dispositif d'annonce, pendant la suite et pour le retour après avec les médecins, ce sont toutes les questions, toutes les thématiques que nous travaillons et nous sommes tout jeunes, nous avons 1 an. Merci. Est-ce que Angélique, j'habite Château-Renard, donc je vais défendre Château-Renard qui est dans les Bouches-du-Rhône. Est-ce qu'Angélique est là? Je ne la vois pas. Alors, j'aimerais que tu nous parles de... C'est une petite ville, hein. Château-Renard, c'est 13 500, 15 000 habitants. Ça n'a rien à voir avec les conurbations comme Marseille, comme Aix, etc. On est dans un monde rural. Et je pense que l'expérience de la maison de santé de Château-Renard sur le développement des soins palliatifs dans cette ville. Peux-tu nous en parler 5 minutes? Oui, avec plaisir. Donc en fait, nous, il y a une infirmière qui travaillait en équipe mobile soins palliatifs, donc sur l'équipe territoriale sur Avignon, qui a un projet de maison de soins palliatifs donc sur la commune.
qui va être porté par l'équipe de la maison de santé de la commune ainsi que par la CPTS. Tout l'intérêt effectivement de s'appuyer aussi sur cet exercice coordonné et des structures comme les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination, qui permettent de faire le lien aussi avec nos tutelles, nos ARS et d'éventuelles associations qui peuvent être support et maintien en fonds financiers aussi, car on sait très bien que malheureusement nos tutelles ne peuvent pas financer en intégralité ce genre de structure. Donc effectivement tout est à co-construire, mais il peut se faire de super jolis projets et celui que vous avez est un merveilleux projet, je dirais. Et effectivement tout l'intérêt de s'allier les uns les autres pour faire pérenniser ce genre de structure dont nos patients ont besoin au quotidien. Merci Angélique. Élodie, vous n'êtes pas de Château-Renard, mais... Oui, bonjour. Je sais pour répondre à la personne qui a parlé sur la structure à Martigues. Donc, je suis Élodie Crétel, médecin référente. On s'était eu au téléphone. Je suis donc référente sur le cancer à l'ARS PACA. Et effectivement, peut-être je vous avais proposé ou je vous réinvite à prendre contact avec la délégation départementale des Bouches-du-Rhône. Vous savez qu'à l'ARS, il y a le siège et après, il y a une petite ARS dans chaque département. Donc peut-être prenez contact avec eux. Parce que nous, c'est vrai que au siège, on a des lignes financières qui nous arrivent du ministère, heureusement, pour tout ce qui est soins de support. Mais c'est uniquement, entre guillemets, enfin, je suis désolée, dédié aux établissements. On n'a pas de ligne financière pour la ville pour l'instant. Moi, je l'ai réclamé déjà, mais voilà, c'est de même que je réclame et qu'on n'a pas encore d'écoute du ministère, on espère qu'on l'aura, qu'on ait vraiment des lignes financières qui soient dédiées à la stratégie décennale cancer. Vous savez que toutes les ARS ont une feuille de route cancer. On met en place des actions. Et quand on arrive à mettre en place ces actions, en fait, on prend sur le FIR global de l'ARS, où il y a tout le monde qui veut des sous. Et donc, du coup, moi, ce que j'aimerais, c'est que pour la stratégie décennale cancer, pour les feuilles de route des ARS, il y ait vraiment une ligne financière qui nous permettrait de financer des actions, des appels à projets. Voilà. Mais je suis sûre que ça va bouger. En tout cas, en attendant, essayez de demander à la délégation. C'est vrai que je me rappelle de votre projet, il est très bien. Et puis, pareil, pour Château-Renard, c'est des beaux projets. Pour rebondir sur les maisons d'accompagnement en soins palliatifs, on a été désigné, on n'est pas fiers parce qu'il y a 12 régions qui vont être désignées, régions pilotes pour mettre en place une expérimentation sur les maisons d'accompagnement en soins palliatifs. Donc normalement, on devrait lancer un appel à projet assez rapidement. Voilà. Pour rebondir, bonjour, Sonia Blandin, pour rebondir sur ce que le docteur vient de dire, nous sommes financés, moi j'ai une maison de santé à Manosque, avec un pôle de soins de support et une maison sport santé, à 5 minutes de l'hôpital de jour de Manosque, dirigé par le docteur Cala. Et l'ARS finance le parcours de soins post-cancer et finance aussi notre programme ETP Onco niveau 1. Donc nos patients sont bien pris en charge et bien financés par l'ARS. Je tenais quand même à le préciser. Oui, je me suis un peu auto-sabotée, désolée. Effectivement, on a une ligne financière sur le parcours global qu'on gère au siège. Donc effectivement, c'est le parcours global post-traitement du cancer. Donc c'est pour des patients qui sont déjà guéris ou en rémission. Donc on a 25 structures en région qui sont labellisées. On aimerait pouvoir en labelliser plus. Et effectivement, après, il y a les maisons sport santé, il y a aussi des programmes d'éducation thérapeutique. Mais ce n'est pas un financement de ces structures qui veulent se monter, qui sont souvent financées par la Ligue contre le cancer. Donc je vous invite à aller voir la Ligue aussi, qui sont vraiment des structures de soins de support, comme on a l'Institut Mozart à Nice qui s'est monté. Vous voyez, c'est des structures plus globales. Voilà. Merci. Deux petites remarques. Toutes les publications que vous avez citées, qu'on a lues, qu'on a découvertes au fur et à mesure de leur apparition, moi je faisais déjà de la cancéro depuis 20 ans, 25 ans quand elles sont sorties. Donc il a fallu qu'on les appréhende et qu'on adapte. Alors les appréhender, c'est à peu près facile. Et puis on était presque convaincus de ce qu'on allait lire. Mais il fallait aussi convaincre ceux qui décident, qui ont de l'argent et qui mettent ces moyens pour que ces dispositifs, et j'en vois fleurir plein, donc je suis très content. Par exemple, nous, on a ouvert le service
le nouveau service à Ajaccio il y a 9 mois. L'année prochaine, on aura 4 IPA, 4 IDEC, mais on a 0,5 équivalent temps plein de diététiciennes. On n'a toujours pas notre psychologue qui est arrivé et on n'a pas d'assistante sociale dédiée à l'oncologie. Donc, il y a une mise en chantier, je crois que le mot n'est pas galvaudé, il y a une mise en chantier qui est parfois longue, parce qu'il y a une réflexion globale des établissements qui ne font pas que de la cancérologie, comme à Sainte-Catherine, vous faites que ça. Les établissements qui ne font pas que de la cancérologie n'ont pas forcément cette culture d'aller vers, j'entendais le mot aller vers tout à l'heure, oui, il faut qu'on y aille. Élodie. Du coup, je rebondis sur ce que vous dites. Excusez-moi, je suis bavarde, mais c'est tout à fait juste ce que vous dites, parce que si on prend l'exemple du parcours global post-traitement du cancer, Aude, qui s'occupe aussi de ça au DSRC, pour en témoigner, au début, quand on a fait 2 appels à projets pour labelliser des structures, et on s'est dit on va plutôt labelliser des structures en ville comme des CPTS. Il y avait un DAC, il y avait une maison sport santé, et c'est eux qui ont le plus de mal à recruter des patients, parce que les hôpitaux ne connaissent pas, on a essayé de faire connaître, n'y pensent pas, et ça me désole, moi. Je pense qu'il faut que les hôpitaux pensent à se faire sortir les patients, les envoyer dans ces structures, et qu'il y ait plus de liens. Voilà. Mais bon, c'est pas forcément de leur faute, mais nous, il faut qu'on continue à communiquer dessus, et finalement, il y a certaines structures qui se sont arrêtées par manque de patients, alors qu'elles avaient tout pour le faire, et c'est dommage. Enfin, voilà. Si je peux me permettre de répondre, Madame Crétel, à votre remarque, elle est tout à fait pertinente, mais je crois que le patient, quand il rentre... alors, nous, on est un centre de lutte contre le cancer, donc c'est clair que les CLCC, et Sainte-Catherine tout particulièrement, parce que les soins de support sont nés avec Daniel, qui a été bien placé pour introduire ça au sein du centre, et donc on est peut-être plus aguerri à tout ça, parce que de fait des gens présents. Mais il ne faut pas oublier qu'un patient qui a été suivi pendant des années, il est très attaché au centre avec lequel il est, et on le voit même nous en mettant nous, propres centres, qui avons nos patients. On a nos limites, on ne peut pas garder tout le monde, et quand on leur propose d'être accompagnés, par exemple même les plateformes numériques, par exemple, qui sont quand même un relais. On a essayé de réfléchir au sein, on a fait une enquête de façon récente avec tous les CLCC, où on a fait un benchmark sur... En fait, la question qui revient de tous les CLCC, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à dire aux patients, ne venez plus chez nous, parce que le relais est très difficile, en fait. Ils ont beaucoup de mal, et ça s'accompagne. Par exemple, même avec les psychologues, nous, on est bien dotés en psychologie, je ne veux pas me plaindre, mais par contre, un patient qui est pris en charge en psychologie, il va commencer un travail avec un psychologue. Quand vous allez lui dire, écoutez, maintenant, voilà, vous allez mieux, vous êtes guéri, c'est une chance pour vous, au revoir, vous reviendrez s'il y a un problème, c'est pas possible, en fait. Et donc, c'est vrai que je pense que la réponse, j'entends ce que vous dites, mais il faudrait un peu plus de coordination. Et c'est pour ça que je suis un grand soutien des plateformes, parce que les plateformes, elles ont pensé cela, et elles restent une coordination avec nous. C'est-à-dire que, nous, là je vous parle de Ginkgo en particulier, mais aussi de MyCharlotte, c'est les 2 mêmes principes. C'est-à-dire qu'il y a une infirmière, donc MyCharlotte, elle travaille sur la paire-aidance, et Ginkgo, il travaille sur une infirmière de coordination, mais qui sont en lien avec nous. C'est-à-dire que le patient sort, mais il y a encore un lien avec nous, et nous, on a un retour, on a un compte-rendu de ce qui a été fait, du suivi, qui est intégré. Donc, s'il y a un médecin des soins de support, de soins palliatifs qui le suit, on a le compte-rendu, mais l'oncologue ou le radiothérapeute aussi a le compte-rendu. Ce qui fait que le patient, quand il va venir en surveillance ou en suivi, il aura quand même ce lien, il y aura cette espèce de chose qui contient. Il ne faut pas oublier quand même que quand les patients ils ont un cancer, d'accord, ils ont pris le train, mais ils changent de vie en fait après. Tous les patients, j'en ai aucun que j'ai accompagné, qui m'a dit « je suis revenu à ma vie d'avant ». Tous les patients, ils veulent revenir à leur vie d'avant, ce n'est pas possible. Donc, ils ont forcément un lien avec l'oncologue, le radiothérapeute. Et peut-être ma spécificité, moi, en tant que médecin de soins palliatifs, c'est j'accompagne les oncologues. Moi, je dis toujours, je suis la racpette sur le dos de leur du coquillage. Parce que sans eux, je n'existe pas. Mais sans moi, ils ont beaucoup de choses sur leur dos, ils ne peuvent pas vivre. Donc, c'est une cohabitation, mais c'est hyper important d'entendre cela et de penser que les patients ne peuvent pas sortir d'une structure pour aller à une autre s'il n'y a pas de coordination.
parce que c'est rassurant d'être suivi. On a confiance dans son oncologue, et c'est normal, et c'est bien d'ailleurs, parce que souvent on parle des patients en rémission, et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc il faut vraiment des ponts entre les deux, sinon on n'y arrivera pas. Voilà. Alors, est-ce que je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Oui. Donc, je suis Pascale Journet, je suis patient expert. Je confirme ce que vous venez de dire. Effectivement, c'est important d'avoir confiance en son oncologue. Pour ma part, j'ai été malade en 2013 et tout le sujet qu'on aborde aujourd'hui, on était quand même très loin de ce qui se fait maintenant grâce à l'évolution des mentalités aussi, des lois, grâce au travail des associations de patients, grâce aux patients aussi, je pense. Pour revenir sur l'annonce, on a parlé du train. Je peux vous dire que c'est un mur qu'on se prend et il peut y avoir tout un étayage autour. On n'entend plus rien. Quand déjà on comprend votre langage, c'est beaucoup, mais de toute façon, on n'entend plus rien. Donc c'est important qu'il y ait tous ces dispositifs, effectivement, mais je crois qu'il faut prendre en compte la temporalité de chaque patient. Et il y a aussi ceux qui ont envie d'être portés et ceux qui veulent être acteurs de leurs soins. Donc ça, c'est encore autre chose. Et puis, moi, j'interviens dans le Vaucluse. Effectivement, dans tous les établissements de soins, je pense que maintenant, il y a un travail exceptionnel qui est fait pour accompagner les patients tant dans l'annonce que dans les soins de support. Mais comme vous dites, effectivement, on est rassuré dans une structure, mais à un moment donné, la structure, on n'a plus envie d'y aller parce que ça nous rappelle des choses qui sont douloureuses. Et c'est important de trouver un relais en ville. Et je pense que voilà, le plus gros travail aujourd'hui, c'est ce lien ville-hôpital ou ville-structure, peu importe. Et voilà, et des soins de support en structure, c'est super, mais ça existe ailleurs dans les associations, beaucoup dans les maisons de santé qui portent des programmes d'éducation thérapeutique, et ça, c'est très peu connu de manière générale. Et puis, les informations ont du mal à passer parce qu'on n'entend pas selon où on en est dans notre parcours. Voilà. Merci pour votre témoignage. Excusez-moi, moi je voulais juste revenir sur ce que vous veniez de dire par rapport au lien. Est-ce qu'on peut faire... vous avez le temps de parole. Vous faites court, s'il vous plaît, parce qu'il faut qu'on passe... Pardon. Mais allez-y, je vous en prie. Très court. Juste revenir sur ce que vous parliez de la coordination. Donc moi, je suis cadre de santé à l'hôpital de jour, à l'hôpital de Martigues, justement, avec qui on travaille beaucoup, donc avec Madame Pedignelli sur le SIAS. Et nous, sur le parcours global post-cancer, on a été labellisé au niveau du centre hospitalier de Martigues, mais il nous a été demandé par notre direction de travailler essentiellement, donc comme vous pouviez un petit peu apporter votre témoignage, avec des professionnels de l'extérieur que nous avons conventionnés, donc tout ce qui est diététicienne, psychologue et également des centres de remise en forme, afin de pouvoir faire aller les patients à l'extérieur. Mais nous avons nos IPA qui prennent en charge ces patients dès le début de l'annonce avec les infirmières d'annonce, qui sont toujours dans le parcours et en collaboration avec les professionnels vers qui nous les amenons, afin de pouvoir communiquer au cas où il y aurait besoin de quoi que ce soit et que l'IPA ou l'infirmière d'annonce puisse revenir vers le médecin. Donc je rejoins un petit peu votre idée où je trouve que la coordination est quand même très importante afin que les patients ne se sentent pas complètement lâchés dans la nature non plus, parce qu'on se rend compte que c'est difficile d'avoir des conventions avec les professionnels de santé, essentiellement les psychologues. Travailler pour une consultation à 25 €, il n'y en a pas beaucoup qui veulent conventionner avec vous, mais du coup, il faut vraiment garder ce lien et pouvoir aider ces professionnels de santé à l'extérieur et ne pas les laisser aussi dans la difficulté. Merci. Alors, la pause maintenant jusqu'au quart d'heure. Merci aux intervenants, merci aux questions, aux réponses.